Qu'as-tu, je suis rendu avec mon chandail de l'école du jeu. Oh my god, 2019, ça commence bien. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Allô ma belle petite bordée de neige, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui je te fais mon quoi de neuf Vince du mois de décembre. Ceci étant dit, je risque d'overlap un petit peu pour le mois de novembre puisque je n'ai pas fait de quoi de neuf pour le mois de novembre. C'est vraiment juste parce que j'ai pas eu le temps, il y a eu différentes choses dans ma vie personnelle qui m'ont empêché de faire ça. Bref, je veux pas m'attarder là-dessus, je veux aller directement au core de cette vidéo-là, c'est-à-dire t'expliquer mes différentes expériences de jeu. Si j'ai déjà parlé d'un jeu où j'ai fait une vidéo couvrant ce dernier, ben ça se peut que je te réfère à cette vidéo-là. Je vais t'en parler très brièvement et si ça t'intéresse d'en savoir davantage, ben tu pourras aller voir la vidéo que j'ai déjà fait auparavant. Alors sans plus attendre, on va commencer tout de suite et on va parler de Gugong. Alors Gugong, j'ai reçu la version Kickstarter Deluxe et j'ai eu l'opportunité de jouer juste une partie par contre et je trouve ça décevant parce que j'aurais aimé ça y jouer davantage. C'est un jeu qui offre vraiment beaucoup d'interactions entre les joueurs et surtout c'est vraiment un très beau casse-tête. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs petites tracks sur lesquelles il faut se prioriser et se diriger vers et toutes ces tracks-là vont être toujours en considérant ce que les autres joueurs font pour être capable d'avoir un petit dessus sur celle qu'on est capable de pouvoir avoir le dessus. J'ai vraiment aimé mon expérience et j'espère la renouveler d'ici très bientôt parce que c'est un jeu qui offre énormément de belles possibilités et c'est vraiment une belle surprise, probablement dans mon top 10 de 2018. On verra quand je le ferai. En comparaison avec ça, je veux parler de Newton. Newton qui est un nouveau jeu. En fait, c'est le petit nouveau de Simone Luciani. Bon, encore une fois, il nous offre de quoi d'assez grandiose, merci. C'est super intéressant. Je veux le mettre en lumière entre Gugong et Newton parce que les deux, ce sont des jeux de cartes où est-ce que on veut maximiser nos actions le plus possible parce que chaque action est comptée. Et dans Newton, on va encore aussi faire une espèce de course à la track. Sauf que bon, dans Newton, il va vraiment falloir se focaliser sur des choses super spécifiques. Alors que dans Gugong, il faut faire un petit peu de tout. Mais Newton est super intéressant parce que, bon, justement, il faut se diriger dans différentes directions selon qu'est-ce qu'on reçoit au début, selon aussi qu'est-ce qui se passe dans la partie. Et peut-être le plus gros défaut de Newton, c'est vraiment le manque d'interaction et aussi, bon, l'absence un petit peu du thème. Tu joues pas à ce jeu-là, clairement pas pour la thématique, tu vas jouer pour les mécanismes qui sont vraiment solides, merci. Par contre, j'ai eu l'impression qu'il y a eu certaines avenues qui sont plus favorables à scorer des points dans Newton, notamment, bon, remplir ta bibliothèque personnelle si tu te concentres, bon, la moitié de ta partie là-dessus, j'ai l'impression que tu vas avoir une grosse avance sur les autres joueurs. Bref, j'ai joué quelques parties, c'est ce que je commence à me rendre compte. On va voir si j'ai raison ou si j'ai tort. On continue ensuite avec Lift Off, qui est un jeu qui est sorti à SN, qui a pas bien fait de vagues, mais il a fait un gros buzz à SN, à l'événement directement. J'ai eu l'opportunité d'y jouer seulement à 2 joueurs, mais c'est un jeu de draft un peu à la Seven Wonders, mais qui est vraiment intéressant parce que bon, c'est une course où est-ce qu'on veut en fait accomplir le plus rapidement possible des objectifs et en fait ça va être aussi un tableau building, on va construire nos engins et on va drafter des cartes pour être capable de le faire. C'est super intéressant. J'aimerais ça y rejouer, mais c'est un jeu qui risque d'être plus ou moins disponible selon moi sur le marché. On va voir qu'est-ce qu'il y en est avec ça. On continue avec l'île au trésor. Et l'île au trésor, je dois vous avouer que ça fait environ 9 mois 9 mois minimum que j'attends ce jeu-là. C'est un jeu qui m'a parlé
direct en partant quand j'en ai entendu parler dans un podcast et j'ai eu l'opportunité d'y jouer. J'ai joué environ 5-6 parties jusqu'à maintenant et chacune des parties a été tendue, a été vraiment appréciée de tous et chacun. C'est un jeu qui, ça va probablement être dans mon top 3 de 2018 et ça, j'ai même pas besoin de faire la liste, je peux vous le garantir. C'est un jeu qui est superbe, autant au niveau esthétique qu'au niveau mécanique, qu'au niveau thématique aussi. On reprend la thématique de L'île au trésor, qui est un livre de Stevenson, et on doit trouver le trésor avant Long John Silver, et Long John Silver va nous donner un peu des espèces des indices à la manière d'une charade. On ne sait pas trop si c'est vrai ou si c'est pas vrai, et c'est vraiment un jeu qui est très très libre et qui utilise un système de déduction qui est très peu utilisé, c'est-à-dire on va, plutôt que de s'en aller vers une ligne directrice, eh bien on fait juste réduire l'étau, on fait juste resserrer l'étau et ensuite de ça, réduire les possibilités pour être capable d'obtenir en fait le plus d'informations possible. Et il y a un peu de chance dans le jeu et c'est correct parce que ça fait partie de la thématique. Bref, on se pitch dans une aventure pirate et moi j'ai tellement du plaisir à jouer à ce jeu-là, autant en tant que Long John que en tant que pirate qui essaie de trouver le trésor le plus rapidement possible. Bref, c'est vraiment un jeu que je vous encourage d'essayer et je vais faire une critique très bientôt. Vous allez voir, ça va être épique, là. J'ai tout préparé ça. Bref, je vous fais signe quand c'est en ligne. On continue avec un autre jeu qui se nomme Ceylon, qui lui aussi est sorti à SN, mais qui a passé un peu en dessous du radar, où est-ce que les joueurs vont collectionner des feuilles de thé de différentes couleurs, donc du thé noir, du thé vert, du thé blanc, puis un autre type de thé que je me souviens pas. C'est un jeu où est-ce que on va jouer des actions via des cartes, et quand je joue une action, les autres joueurs peuvent avoir l'opportunité de faire deux autres actions qui sont inscrites sous la carte, qui sont un petit peu plus faibles que l'action que je vais faire. Donc il faut tout le temps considérer ce que les autres joueurs ont en tête. Et surtout, c'est un jeu il y a une partie de contrôle de territoire où est-ce qu'on va s'installer à différents endroits sur le plateau et chaque fois qu'un joueur va utiliser notre territoire pour produire du thé, nous on va obtenir un certain bonus. C'est un jeu qui est super intéressant. Par contre, j'ai un peu de difficulté peut-être à voir s'il y a de la rejouabilité ou encore si le jeu va vraiment prendre un envol. C'est passé un peu en dessous du radar, je trouve ça plate parce que je pense que c'est un bon jeu familial qui a une belle profondeur, mais c'est ça, peut-être que selon moi la rejouabilité est peut-être un peu mise de côté. Je ne sais pas, j'ai juste fait une partie, puis pour l'instant il y a trop de jeux qu'il faut que j'essaye encore de 2018. J'ai ressorti des oubliettes Mombasa de Alexander Pfister. J'ai joué 2 parties et je dois vous avouer que c'est un jeu que je trippe au bout. J'ai fait un top 10 de contrôle de territoire dernièrement, j'en ai parlé en long et en large et probablement qui serait plus haut dans ma liste présentement avec les différentes parties que j'ai faites depuis la sortie de cette vidéo-là. J'adore ce jeu-là. C'est un jeu qui mérite tellement d'être joué et rejoué. Il y a beaucoup de profondeur dans ce jeu-là et surtout l'interaction est sublime. Vraiment là, très très bon jeu. Je le recommande chaudement. Ensuite de ça, j'ai joué à Blackout et Australia. Blackout et Australia, j'ai fait 2 vidéos. J'ai fait en fait 2 vidéos sur chacun des 2 jeux, c'est-à-dire une vidéo pour une espèce de session de jeu avec caméra levée. Et finalement, j'ai donné mon opinion personnelle. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir ça, Blackout et Australia, j'ai fait des vidéos. Autrement, Blackout, le nouveau de Alexander Pfister, qui est esthétiquement pas très joli, mais qui propose une mécanique de programmation à la manière de Mombasa, mais qui est vraiment plus axé sur nous personnellement, une espèce d'engine building, de créer le plus possible d'envergure sur le plateau principal, mais aussi sur notre plateau personnel. On va collectionner des cartes et chacune des cartes, avant de les obtenir, il faut accomplir des objectifs pour les avoir en main. C'est vraiment un jeu qui est intéressant, un jeu euro très bien juteux, très bien ficelé.
mais qui malheureusement, l'esthétique ne fait pas bonne impression, je dirais, et la thématique est un peu mise de côté, c'est pas très thématique, mais quand même, vraiment, il mérite le détour. Et sinon, Australia, qui est un jeu de Martin Wallace, son petit nouveau, où est-ce que on mixe un jeu de train, d'installation de rails, de réseau ferroviaire, et Cthulhu. Et ce qui est vraiment intéressant du jeu, c'est le fait que on a continuellement une espèce d'insécurité et d'incertitude sur qu'est-ce qui nous attend et qu'est-ce qui va nous arriver d'en face. Il y a un aspect push-you-là qui est super intéressant selon moi. Bref, vraiment un très bon jeu et même qui est semi-co-op, donc là ça devient intéressant parce que là il y a énormément de pression qui s'installe autour de la table, c'est-à-dire bon, les joueurs doivent travailler ensemble un petit peu pour battre Cthulhu, mais si on se concentre trop là-dessus puis que ça va être un peu au détriment de notre partie. Bref, moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu-là, Australia. J'ai sorti des boulamites Agricola. Et je dois avouer que Agricola est revenu me charmer. J'ai envie de me procurer une copie, d'y jouer, d'y rejouer encore et encore. C'est peut-être pas le jeu idéal à 5-6 joueurs, dû au manque d'interaction. Mais quand même, j'ai vraiment apprécié le casse-tête que Agricola offre. Et si vous avez joué à Agricola, All Creatures Big and Small, ou que vous avez passé de suite à Caverna, mais vous n'avez pas joué à Agricola, je pense qu'il vaut le détour parce que c'est un jeu qui vraiment va offrir beaucoup d'opportunités, mais en même temps, il faut tellement se focaliser sur des éléments clés dans notre jeu. Et le principe des cartes est super intéressant. Bref, j'ai hâte de rejouer à Agricola encore et encore. Sinon, j'ai joué à Enchanter's Overlord. Dans le fond, j'ai reçu ma copie Kickstarter. J'avais très hâte de jouer. Et surtout, le jeu m'avait charmé à cause de sa simplicité. Pendant la campagne, on comprenait que vraiment, tu vas jouer 2 cartes. Et ces 2 cartes-là, tu vas pouvoir agencer les demi-bouts de phrases. Donc, la thématique est présente grâce à ça. Et quand je l'ai sorti, j'ai joué. J'ai été un peu déçu parce que je trouvais que le jeu est très il n'y a pas beaucoup de mécaniques qui sont très intéressantes. C'est pauvre à ce niveau-là. Et thématiquement, bon, les phrases sont le fun les 3-4 premières fois. Puis après, ben c'est ça. Tu regardes plus les symboles qu'il y a sur les cartes, puis tu laisses tomber le reste. Donc j'ai été un petit peu déçu, puis je pense pas qu'il va rester dans ma bibliothèque. Autrement, un autre jeu qui ne restera pas dans ma bibliothèque, The River, qui était le petit nouveau de Days of Wonder ASN. Très intéressant, je pense que c'est un peu le splendor du placement d'ouvriers parce que c'est simple comme règle, ça va droit au but et ça permet à des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience d'expérimenter le worker placement. Ceci étant dit, j'ai trouvé ça sympathique sans plus ni moins, donc probablement que je vais le mettre de côté parce qu'il y a trop de jeux qui doivent rentrer là-dedans, j'ai plus de place, bref, j'en ai trop, faut que je m'en débarrasse, et The River, malheureusement, c'est ça. Ensuite, un jeu qui m'a vraiment surpris puis que j'ai vraiment apprécié puis que je pense qu'il n'a pas eu assez d'attention, Trade on the Tigris, qui a un peu une espèce un historique bien drôle parce que c'est une gang de gars qui ont un podcast, c'est des ludologues qu'on appelle, donc ils vont faire beaucoup d'études de recherche sur le jeu en tant que tel et ils ont voulu prouver à Tom Vasel que faire un jeu sur des échanges autour de la mer Méditerranée, ça peut être le fun. Donc ils ont fait Trade on the Tigris, qui est un jeu un peu de négociation, qui ressemble un petit peu à Sidereal Confluence, mais qui se joue de façon plus condensée et qui est plus simple au niveau des règles. Il y a une partie tableau building, partie d'échange de ressources, et bon, il y a un petit côté un peu où est-ce que bon, on peut se donner des petits coups de couteau dans les côtes, c'est vraiment le fun. C'est un jeu que je recommande énormément et qui, je crois, mérite le détour, particulièrement si tu aimes les jeux de négociation. C'est vraiment un jeu qui est A1 là-dessus.
The Estates. The Estates qui est un jeu de spéculation de commodités, de bidding. Donc, c'est vraiment un jeu qui est complexe au départ à comprendre. C'est super simple. C'est d'un jeu d'enchères à sa plus simple forme. On va mettre en enchère différents éléments du jeu et par la suite, on va les mettre sur le plateau, le gagnant qui remporte l'enchère. Mais c'est vraiment un jeu qui peut vraiment s'en aller d'une direction ou vers une autre. C'est vraiment une simulation d'économie. Donc, les joueurs, s'ils ne sont pas attentifs, peuvent favoriser très rapidement un joueur ou un autre de façon assez phénoménale, merci. Donc, il faut tout le temps être conscient de l'impact de nos actions. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup, puis qui a énormément de profondeur, puis qui mérite d'être joué encore et encore, et qui est relativement simple, qu'on va pouvoir sortir à différentes sauces avec différentes personnes. Mais il faut que tu aies un public qui est prêt à vouloir se prêter au jeu, puis que bon, gagner ou perdre, c'est pas nécessairement quelque chose d'important, parce que ta victoire ou ta défaite va énormément dépendre de ce que les autres placent sur le plateau. J'ai joué pour la première fois à Few Acres of Snow et ça faisait longtemps que je voulais essayer ce chef-d'œuvre de Martin Wallace et je dois avouer que c'est un jeu que je vais devoir rejouer parce qu'il y a énormément de profondeur et la première partie c'est vraiment on est en train un peu de débroussailler. C'est vraiment riche, c'est profond comme jeu, mais surtout, faut que tu joues plusieurs fois pour comprendre les rouages, puis surtout qu'est-ce qui est important à prioriser, puis qu'est-ce qui l'est moins. Mais c'est un jeu de guerre sur, dans le fond, la Nouvelle-France, où est-ce que bon, un joueur va jouer les Anglais britanniques et l'autre joueur va jouer les Français colons du Québec de cette époque-là. Donc, il faut faire attention parce que justement, si tu n'aimes pas trop l'interaction, ben joue pas à ce jeu-là parce que c'est ça, c'est un jeu de guerre quand même. Mais vraiment le fun. Sérieusement, je veux y rejouer pour être capable de voir la profondeur de ce jeu-là. Autre jeu que j'ai reçu par un éditeur, Sherlock, la ligne Sherlock Q-Line, qui est un genre de Sherlock Holmes détective conseil à plusieurs joueurs qui se jouent via des cartes, où est-ce que c'est super simple comme principe. On a une mise en situation et il faut la résoudre. Faut résoudre qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi le meurtre, comment est-ce que ça s'est déroulé, etc. Tu as des cartes en main. Et chacune des cartes va te donner une information sur la situation en soi. Il y a des cartes qui sont pertinentes et d'autres qui ne le sont pas. Il faut communiquer avec les autres joueurs continuellement sur ce qu'on a dans notre main, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas dire spécifiquement qu'est-ce qu'il y a sur nos cartes. On peut seulement dire des mots-clés qui vont être soulignés sur la carte. Donc, il faut être capable de saisir qu'est-ce que les autres joueurs ont dans les mains et on ne peut pas trop communiquer sur non plus qu'est-ce qu'il y a spécifiquement sur la carte. On peut juste essayer d'amener nos hypothèses sur qu'est-ce qui s'est potentiellement passé, mais c'est vraiment le fun. Peut-être le petit problème, c'est que chacune des boîtes est à usage unique, mais Distribution Doute s'en vient avec une version française et je vais faire très probablement une critique aussi de ce jeu-là d'ici les prochaines semaines. Vraiment un superbe jeu qui mérite vraiment qui mérite d'avoir les yeux vers celui-ci. On continue avec Dice Hospital. J'ai joué une partie de Dice Hospital. J'ai trouvé ça le fun, j'ai trouvé ça rafraîchissant dans le sens où est-ce que la thématique est le fun. Puis bon, le tableau building mélangé aussi avec le engine building est super intéressant. Je ne sais pas si, par contre, le jeu a énormément de rejouabilité parce qu'au final, tu fais juste changer d'une couleur de dés à une autre, puis ça se résume pas mal à ça. J'aimerais ça le réessayer, j'aimerais ça voir qu'est-ce que le jeu offre, mais c'est pas un jeu que je pense que je vais me procurer puis que je vais sortir à plusieurs reprises. Autrement, j'ai joué quelques parties de Good Critters que j'avais déjà parlé dans un quad 9 au mois d'octobre, je pense. Et c'est un jeu vraiment de party où est-ce que bon, on a une mécanique de I split you choose, donc je sépare, tu choisis. Donc on va avoir un certain nombre de cartes, il y a un boss et ce boss-là va diviser l'espèce de magot entre les joueurs. Les joueurs vont décider s'ils acceptent ou s'ils refusent l'offre du boss. Donc s'il y a une majorité, le boss
boss va séparer de la manière qu'il l'avait fait. Et il va continuer avec le boss. S'il y a une majorité de non, dans le fond, on va changer le boss et on va devoir rediviser les tribunes, selon le nouveau boss, selon son propre choix. Évidemment, tu as d'autres choses qui est en jeu, c'est-à-dire que tu peux menacer les autres joueurs, tu peux aller voler dans leur paquet, tu peux te protéger des autres joueurs, mais c'est vraiment un jeu qui est le fun et qui permet vraiment aux grandes gueules d'avoir du plaisir, puis pas juste d'être concentré sur son affaire parce que tu es tout le temps en train de regarder qu'est-ce que les autres ont et c'est quoi leur avantage versus c'est quoi toi ce que tu as. Tu veux convaincre les autres aussi que des fois tu fais des bonnes affaires, tu veux convaincre les autres aussi que des fois c'est pas des bonnes affaires, bref, vraiment un jeu le fun, agréable à jouer, simple et efficace, je dirais c'est peut-être le Cash and Guns 2.0 selon moi, à mes yeux. Je vais probablement sortir Good Gritters à la place de Cash and Guns. Fireball Island, j'ai trouvé que le gros problème, selon moi, de Fireball Island, c'est les composants de jeu. J'ai trouvé que c'était un peu cheapette, le plastique. J'ai pas tant trouvé que la qualité du jeu était vraiment au rendez-vous. Sinon, le jeu est le fun, c'est sympathique. Mais beaucoup de texte sur les cartes. Ça aussi, je trouve que, tu sais, pour un jeu qui est censé être un genre de Fireball Island, puis là, tu joues, puis tu as du plaisir avec tes amis, puis les enfants aussi. Il y a beaucoup de texte. Puis, à un moment donné, d'expliquer tout le temps ce texte-là, je trouve que là, ça devient un peu... c'est comme si on voulait ajouter un genre de jeu de stratégie à quelque chose qui n'est pas stratégique à la base. Bref, c'est peut-être mon impression. C'est un jeu qui est le fun, mais je pense pas payer 85$ pour ce jeu-là, malheureusement. Je trouve qu'il est très dispendieux, d'ailleurs, pour la qualité du matériel. Roll for the Galaxy, j'ai joué une seule partie, mais je dois avouer que j'ai vraiment aimé ça. Le engine building, le tableau building est super. Le principe des dés est vraiment le fun. Bref, vraiment très bon jeu ficelé, ce qui me donne encore plus hâte du nouvel opus dans cette série-là qui se nomme New Frontier. Très hâte de voir qu'est-ce que ça nous réserve. Bref, Roll for the Galaxy, une très belle réimplémentation de Race for the Galaxy, mais en version D. Super le fun, ça me donne le goût de jouer à Race, ça me donne le goût de jouer à Roll. Deux jeux d'ailleurs qui selon moi méritent davantage d'attention, même encore aujourd'hui, c'est des jeux qui sont très actuels selon moi. Bref, je suis vraiment charmé par Roll for the Galaxy. J'ai joué aussi à The Climbers avec Sylvain. J'étais de passage à Québec et on a joué à ça. Super jeu, vraiment le fun. Très simple, efficace au bout. Genre de jeu d'échecs, de va-et-vient, où est-ce qu'il faut que tu bloques l'autre tout en te donnant un certain avantage. On a juste joué à 2, mais j'imagine qu'à 3, 4, 5 joueurs, ce serait super intéressant de continuer puis d'essayer de voir qu'est-ce que ça donne comme interaction. Autrement, deux autres jeux que j'ai joué, Hell Hydra et Architects of the West Kingdom. Je viens de sortir une vidéo tout fraîche pour mes surprises et déceptions de 2018. Et Hell Hydra et Architects of the West Kingdom font partie de mes surprises de 2018. Je t'encourage à aller les voir. Grosso modo, Hell Hydra, c'est un jeu de déduction sociale avec identité cachée qui amène vraiment des surprises et des choses, des mécaniques très peu utilisées dans ce type de jeu-là, mais qui amène vraiment une vague de fraîcheur au style que c'est. Bref, vraiment du fun. J'ai fait 8 games au total en dedans de 3 jours. Ça te donne un peu une idée comment j'ai trippé. Architects of the West Kingdom, j'ai fait 3 parties en 3 jours. Superbe jeu qui propose une nouvelle twist dans le worker placement qui j'apprécie tellement. Je trouve que ça vient répondre à deux problèmes selon moi. Deux situations qui étaient récurrentes dans le worker placement, c'est-à-dire le « Ah non, t'as pris mon spot ». Dans ce jeu-là, la plupart des spots sont disponibles à tous. Et le deuxième qui est, on fait un peu notre affaire, puis t'as pas vraiment de manière de bloquer les autres, à part de prendre leur spot qu'ils veulent avoir. Mais encore là, tu veux prendre un spot qui va pas vraiment t'avantager, qui va désavantager l'autre. Tandis que dans celui-là, c'est vraiment, faut que je fasse attention parce que si j'arrête pas un joueur, ce joueur-là risque d'aller récupérer plein de ressources qui vont lui être super, même voire trop bénéfiques pour sa partie, mais tu peux le bloquer. Bref, j'ai vraiment trippé sur Architects of the West Kingdom. Probablement d'ailleurs ces deux jeux-là, Hell Hydra et Architects of the West Kingdom, vont se retrouver dans un top 10 de 2018. On ne le sait pas, j'en ai encore énormément à essayer.
J'ai essayé Between Two Castles of Mad King Ludwig. Le jeu est aussi bon que le nom du jeu est long. C'est-à-dire que c'est vraiment le fun. Très très bon jeu de 5-6 joueurs. Tu sais, on sait pas trop quoi jouer en dedans de 45 minutes, une heure. On est comme 5-6. 5-6, c'est pas tant un nombre idéal de joueurs. Mais celui-là, on le sort. Puis vraiment, tout le monde peut jouer. C'est vraiment vraiment le fun comme jeu. Simple et efficace. Puis une belle interaction entre les joueurs. Et finalement, j'ai joué à Escape Room, la grosse boîte. Qui était, ben c'est une grosse boîte de Escape Room, vraiment le fun, j'ai vraiment trippé. On a fait un des scénarios les plus faciles et pourtant on a fini, tu sais, il nous restait un 5-6 minutes quand même, mais tu sais, si c'est un des plus faciles, je suis curieux de voir ce serait quoi les plus difficiles. J'ai trouvé ça le fun. Je joue rarement à ce genre de style-là parce que j'ai pas nécessairement un cercle de joueurs propices à jouer à ce style de jeu-là. Mais quand même, j'ai bien du plaisir avec ça. J'aurais aimé ça essayer la deuxième partie dans cette boîte-là. Bref, on verra ce qui se passe avec ça. Et c'est ce qui conclut ma portion de jeux joués. Donc là, je viens de te résumer tous mes jeux joués dans le mois de novembre et mois de décembre. Pour ce qui est de moi personnellement, premièrement, j'ai été à Toronto dans le mois de novembre. J'ai été voir une partie de basket des Toronto Raptors contre les Golden State Warriors. Je joue au basket depuis que je suis tout petit et c'était un de mes rêves de faire ça et je l'ai accompli pour la fête de mes 30 ans. J'ai été aussi, dans le fond, à Rimouski pendant le temps des fêtes. J'ai vraiment aimé ça. C'est là où est-ce que ma mère elle habite, donc j'ai plein d'amis, c'est là que j'ai grandi. Et je dois avouer que j'ai vraiment beaucoup de fun quand je vais là-bas. Un beau temps des fêtes pour ma part. Banane va bien. Winnie va bien. Sinon, là, malheureusement, je vais devoir changer de contrat pour ma job. Parce que, dans le fond, j'ai eu une opportunité d'avoir un plus gros pourcentage de tâches et je pense que j'avais besoin de ça parce que le contrat que j'avais, c'était une journée semaine puis le reste, c'était pas mal juste du remplacement que j'avais en excluant l'autre contrat que j'ai avec les jeunes de secondaire 5 qui sont en train de faire leur anglais secondaire 5. Mais celui-là, il termine aussi à la mi-janvier, donc j'avais besoin de trouver quelque chose d'autre par la suite. Donc voilà, mais ça reste quand même quelque chose que j'aimerais continuer de faire, de m'impliquer avec des jeunes qui ont peut-être des problèmes au niveau scolaire, au niveau académique, ou autant au niveau peut-être certains problèmes au niveau retard, peut-être retard, mettons, à différents niveaux, ou même déficience, malhabilité physique par rapport à différents trucs. C'est vraiment des clientèles que j'apprécie beaucoup, puis je trouve ça me fait mal, je trouve ça me fait mal de devoir transférer vers une autre job. Je vais aussi être avec des jeunes qui ont de la difficulté en anglais quand même. Je vais avoir deux groupes de secondaire 1, secondaire 2 qui est 12, 13 et 13, 14 ans qui sont en anglais intensif parce qu'ils ont de la difficulté en anglais. Donc j'ai vraiment hâte d'être avec ces jeunes-là, de pouvoir les aider. Donc encore une fois, le jeu de société peut être quelque chose de pertinent. Et sinon, ce qui arrive sur la chaîne prochainement, bon, il y a une critique de l'île au trésor que je vais faire. Les critiques surprises vont continuer, donc j'ai fait une critique surprise dans le mois d'octobre ou novembre. J'ai pas eu le temps d'en faire d'autres, mais c'est quelque chose que je planifie de faire. Ensuite de ça, je vais faire une critique aussi, probablement des Sherlock Q-Line que je viens de mentionner. Donc j'ai très hâte de faire ça parce que c'est vraiment un jeu que j'ai bien du fun. Top 20 de 2018 parce que 2018 a été une année hyper prolifique pour le jeu de société. Et je pense que faire un top 20, ce serait facile pour moi de faire ça. Ben voilà, écoute, merci beaucoup de m'avoir écouté. J'essaie de faire le plus vite que je peux. Encore une fois, je ne réussis pas. Mission échouée. Mais bref, j'espère que tu as apprécié. N'oublie pas de laisser un pouce vers le haut si tu as aimé. Si tu n'as pas apprécié, si tu trouves qu'il y a certains jeux que tu voudrais avoir plus d'informations, ben fais-moi signe, demande-moi-le dans les commentaires. Je vais pouvoir te répondre. Va liker notre page Facebook. Suis-nous sur Instagram.
Instagram, on essaie de donner beaucoup de stock et on aime ça faire ça, on aime ça être en communication avec les gens qui nous suivent et on a reçu tellement des belles fleurs. Merci beaucoup de nous donner des commentaires tellement positifs envers ce qu'on fait, ça fait du bien. Alors voilà, c'était Vincent et je te souhaite à toi et tes amis un bon jouage!